Il est régulièrement décrié mais n'a jamais été abandonné. Je veux bien entendu parler du SMIC, le salaire minimum légal en vigueur en France, qui concerne près de 2,5 millions de salariés, soit un petit peu plus de 10% du salariat. Alors ce dispositif pénalise-t-il vraiment l'économie nationale? Prive-t-il la France de sa capacité de rebond? Et puis remplit-il encore ses objectifs de justice sociale? Olivier Passé, bonjour. Bonjour. Alors 1430 € bruts par mois, c'est le niveau légal du SMIC en France. Est-ce trop lourd à supporter pour l'économie? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le SMIC n'est pas une exception culturelle. Le salaire minimum existe chez la plupart de nos voisins et la France se situe effectivement dans la fourchette haute des salaires minimums, surtout par rapport au PECO et à l'Europe du Sud. Mais alors dans quel pays est-il à un niveau comparable au niveau français? Eh bien, il oscille aussi entre 1400 et 1500 € en Belgique, aux Pays-Bas ou encore en Irlande. Et puis, il se situe autour de 1260 € au Royaume-Uni, au niveau actuel de la livre, et aux alentours de 1000 € aux États-Unis. Le problème n'est donc pas de manière évidente son niveau moyen, ni même son coût moyen une fois que l'on tient compte des baisses de charges patronales. Ce n'est donc pas une aberration économique. Ce n'est pas une aberration en soi, en tout cas. Il existe de nombreux arguments pour le justifier. L'OCDE, qui n'est pas une organisation qui pèche par excès de zèle social, avance de nombreux arguments en sa faveur. Lesquels? Principalement le faible pouvoir de négociation de certains salariés. La sous-rémunération des salariés n'est pas plus souhaitable que leur surrémunération. Ce n'est pas non plus une aberration si l'on se réfère au niveau de productivité français, et ni même si l'on se réfère au taux d'emploi des moins qualifiés qui n'est pas nécessairement plus faible qu'ailleurs pour les 25-54 ans en France. D'ailleurs, la question de l'instauration d'un SMIC ou de la revalorisation d'un SMIC fait-elle autant débat dans d'autres pays? Oui, elle le fait en tous les cas en Allemagne. À l'initiative des représentants de 8 Länder, le Bundesrat a adopté une proposition de loi visant à instaurer un salaire horaire minimum de 8,50 € brut. Une décision qui concernerait au premier chef les 4% des salariés qui gagnent moins de 5 € de l'heure et les 22% qui gagnent aujourd'hui moins de 8,50 € de l'heure. Et aux États-Unis, Barack Obama s'est engagé à le faire augmenter de 24%. Oui, mais aux États-Unis, la dernière revalorisation a eu lieu en 1990. Et puis, ils partent de bien plus bas, environ 1 000 € par mois. Alors, certains pays doivent rebâtir une croissance par la dynamique des salaires après la désillusion d'une croissance tirée par le crédit ou les déséquilibres et finalement l'impasse qu'engendre une croissance tirée trop exclusivement par les exportations. Mais alors, a-t-il été revalorisé en France trop rapidement, plus rapidement qu'ailleurs? Au moment des lois Fillon, entre 2003 et 2005, oui, c'est incontestable. Une partie de la baisse des charges a alimenté une hausse assez forte du pouvoir d'achat du SMIC. Plus récemment, on ne peut pas dire cela. La hausse du SMIC horaire est proche de ce qui est observé chez nos principaux partenaires. En revanche, sa revalorisation a pris en étau les salaires de la classe moyenne jusqu'au milieu des années 2000. Vous êtes donc en train de dire que les classes moyennes sont les perdantes quand il y a revalorisation du SMIC? Les salaires ont davantage progressé, en tous les cas en bas de l'échelle et tout en haut de l'échelle du côté des hyper riches. Au milieu de la distribution, le pouvoir d'achat a tendu à stagner pour le plus grand nombre. C'est ce qui explique qu'on a le sentiment d'une dégradation du pouvoir d'achat alors que les statistiques tendent à montrer le contraire. Et exactement, d'autant plus qu'une proportion importante de salariés est au SMIC. 11% de SMICards, c'est plus élevé qu'ailleurs, même si cette proportion tend à diminuer depuis 2005. Ce ratio aussi en général entre 3%, c'est le cas des États-Unis, ou 7-8% des salariés, par exemple au Royaume-Uni. Tout cela, c'est le résultat de l'inertie des salaires au-dessus du SMIC. Donc en France, les allègements Fillon ne sont probablement pas étrangers à cette situation. Alors, comme ces allègements sont dégressifs et s'annulent à 1,6 SMIC, il y a une forte incitation pour les entreprises à maintenir les salaires à proximité du SMIC. Alors c'est vrai, le SMIC est très élevé en France en proportion du salaire moyen. Mais alors pourquoi est-il aussi régulièrement décrié? Il n'est pas exempt de toute critique de manière évidente, surtout si l'on regarde ses effets sur le marché du travail.
À l'heure où le chômage atteint la barre des 10%, le salaire minimum peut dissuader les entreprises les plus fragiles à recruter. Conséquence, les jeunes entrants sur le marché du travail et les salariés peu qualifiés se retrouvent pénalisés. Donc en fait, si je comprends bien, c'est la critique principale que l'on peut faire au SMIC, c'est qu'il entretient cette dualité sur le marché du travail entre les insiders, très protégés en CDI, et les outsiders en situation plus précaire. C'est le cas avec les effets pervers que l'on imagine. Selon Pierre Cahuc, directeur de l'ENSAE et grand pourfendeur du SMIC, une revalorisation de 1% détruirait ou empêcherait in fine la création de 30 000 à 40 000 emplois. Et de plus, il a tendance à se cristalliser sur le temps partiel. En 2011, 25% des salariés à temps partiel étaient rémunérés au SMIC, contre 7% de ceux à temps complet. Du coup, le SMIC n'est pas un bon instrument de justice sociale. C'est exactement ce que disent ses détracteurs. Il précarise les outsiders et ne protège pas de la pauvreté ceux qui travaillent sur des durées courtes. D'ailleurs, la plupart des pays qui disposent d'un SMIC mettent en place des dérogations pour les plus jeunes ou les nouveaux entrants. Même la France, mais à moindre degré que les autres pays. Donc en fait, on en revient toujours à ce même système de dualité sur le marché du travail entretenu par le SMIC. En fait, il faut bien passer aux aveux. Nous ne connaissons pas vraiment de modèle d'emploi parmi les grands pays qui n'aient pas développé ce que l'on appelle les travailleurs pauvres. C'est le cas des États-Unis, on le sait, du Royaume-Uni et également de l'Allemagne. On en prend toute la mesure aujourd'hui depuis qu'ont été popularisées les statistiques sur les mini-jobs. Tous ces pays ont développé des petits boulots avec ou sans SMIC. Vous voulez dire que le SMIC, s'il existe dans un pays, ne doit pas être trop contraignant ? En Allemagne, par exemple, le SMIC est fixé de manière conventionnelle, il est négocié au niveau de certaines branches et différencié selon les Länder et les qualifications. Les branches ne disposent d'ailleurs pas toutes d'un salaire minimum et ne le souhaitent d'ailleurs pas non plus, à l'instar de la puissante fédération de la métallurgie, car cela risquerait plutôt de niveler les salaires vers le bas. Il existe en fait des disparités saisissantes en Allemagne. C'est-à-dire ? Alors, l'exemple le plus marquant, c'est celui des coiffeurs de la Saxe, à proximité de la frontière polonaise et tchèque. Les apprentis sont rémunérés au minimum 3,5 € de l'heure pour éviter de subir une concurrence déloyale des coiffeurs polonais. Si ces coiffeurs vont travailler à Hambourg, au nord, ils toucheront 5,11 € au minimum. Mais avec les coiffeurs de la Saxe, vous prenez un exemple extrême. Alors, en effet, comme norme de salaire minimum, c'est une norme tout à fait extrême. Pris dans leur ensemble, les niveaux allemands restent assez proches du SMIC français. Ils oscillent, selon les cas, entre 8 et 11 € de l'heure pour les plus faibles qualifications. Ils sont parfois sensiblement supérieurs, comme dans la construction, 10 € par exemple pour les salariés des Länder d'Allemagne de l'Est, 11,5 € pour ceux de l'Ouest. Alors, la France pourrait-elle instaurer une politique de différenciation du SMIC comme ce qu'il se fait déjà en Allemagne ? C'est quand même très loin de notre culture. Le faible taux de syndicalisation, les relations de travail peu coopératives, notre goût pour l'uniformité poussent à l'extension de la règle au détriment des conventions. L'Allemagne peut se le permettre car son dialogue social fonctionne différemment qu'en France. Mieux quand il existe, et pas du tout pour une frange non protégée de la population. C'est donc quasiment impossible. En tous les cas, c'est difficile. Surtout que pour aller vers un système à l'allemande, il faudrait aussi que la France entame une révolution culturelle et revienne sur un principe aujourd'hui largement admis, que les salariés les plus qualifiés subventionnent les moins qualifiés. C'est ce qui se passe de fait avec la progressivité des charges sociales. Le système allemand, c'est aussi, il faut le dire, du sang et des larmes. Le système idéal, en réalité, il n'existe pas ou on ne le connaît pas. Olivier Passet, merci pour ces explications. Merci.